Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet, de Lisa Dufaux et de Sasa pour On en parle à Taïwan. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? Moi je sais que personnellement, je m'introduis peut-être un petit peu, j'introduis peut-être mon sujet en premier. Je vais essayer de vulgariser un terme de semi-conducteur qui s'appelle le COPOS, qui est la dernière technologie de chez TSMC. À ne pas confondre avec le compost. Oui, Pas du tout. Je croyais que tu voulais parler de ça au début. Voilà, non, c'est le COPOS, C-O-P-O-S. Et moi, je vais parler de préservation du patrimoine et en particulier des bâtiments historiques à Taipei, mais aussi à Tainan. Et de mon côté, pour une fois, je vous parle d'un sujet très léger, qui est une campagne de sensibilisation qui a du chien. Allez, c'est parti. Eh bien, moi, j'ai bien envie de savoir de quel chien tu nous parles. Eh bien, quand vous attendez vos bagages à l'aéroport international de Taoyuan, vous voyez parfois justement des chiens tout mignons se balader, tellement mignons que moi, personnellement, j'ai vu des voyageurs qui carrément les caressaient, leur parlaient et tout, alors que en fait, ce sont pas des chiens normaux, entre guillemets, ce sont bien des chiens décorés par la police pour leurs bons et loyaux services, puisque... Et c'est pas un hasard qu'ils se baladent comme ça, justement dans la zone où vous récupérez vos bagages. C'est pour renifler la drogue. Tout à fait, et tu as bien senti, tu as le flair, tu as du flair. Mais moi, je les ai jamais vus. Ah bon ? Non, moi, je les ai vus. Jamais. Je pense que je suis revenue une fois du Cambodge et j'en ai vu parce que du coup, ça dépend, il y a des horaires. Par exemple, les avions qui viennent du Cambodge, je pense que il y a plus de chiens que ceux qui viennent de France, peut-être. Donc, ils sont capables de sentir de la drogue, mais aussi du saucisson, oui. Et tout type de viande séchée ou de viande, oui. Voilà, parce que de viande interdite, en voilà. fait, parce qu'ils sont formés pour ça, j'imagine. Puisqu'à Taïwan, il y a des règles très strictes concernant le fait qu'on ne peut pas emporter de viande dans ses bagages ou de certaines plantes. Et justement, l'agence d'inspection sanitaire s'est creusé la tête pour sa nouvelle campagne de sensibilisation à l'aéroport international de Taoyuan. Et là, dans le mille, les nouveaux posters ont rencontré un énorme succès. Alors, de quoi s'agit-il ? Bien sûr, je pourrais vous dire d'aller directement voir les affiches sur la page internet de cette émission, ce que vous pouvez bien sûr faire, mais je vais aussi vous les décrire. Alors, on peut y voir les fameux chiens renifleurs, mais qui ont un air sévère, un petit peu un air de flic, en fait, qui nous regarde de travers. Ah oui, je vois. J'ai vu la photo de campagne. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des jeux de mots, comme par exemple I see you, avec le chi de respirer. Donc, en anglais, ça signifie... Enfin, en anglais, je vous renifle. Quoi. Voilà. Même si en anglais, on entend je te vois, un peu comme Big Brother is watching you. En mandarin, ça signifie je te renifle ou je te sens. Il n'y a pas un jeu de mots aussi avec la drogue, parce qu'on dit chidou aussi. Ah bah voilà, ça tu devinais. C'est un jeu de mots triple, en fait. Ouais. Et sur la version anglaise, c'est marqué I smell you. Don't tell me you don't know. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant. Avec bien sûr le message principal quand même en dessous. Declare or be fine. Déclarer sous peine d'amende. Donc ces affiches ont été relayées par un touriste japonais sur les réseaux sociaux. Et ça a suscité de nombreuses discussions et repartages par des internautes taïwanais et japonais. Cette publication est rapidement devenue virale, attirant près de 800 000 vues en 5 jours. On peut dire que ces affiches se sont fait bien marché. Je crois qu'on a eu aussi pas mal de buzz sur nos réseaux sociaux. Mais... Aussi en lien avec un aéroport, mais plutôt pareil aussi du trafic d'animaux. D'accord. Voilà, vous pouvez pas de chiens, mais de tortues. De tortues, d'une jeune taïwanaise de 19 ans sur laquelle on a retrouvé 30 tortues. Waouh, c'est fou quand même. Incroyable. Alors, pour revenir à nos chiens, selon l'antenne de Taoyuan de l'Agence d'inspection sanitaire des animaux et végétaux, cette campagne a été conçue pour se démarquer parmi les nombreux messages que les voyageurs rencontrent à leur arrivée. Parce qu'en fait, quand on arrive, on ne sait parfois plus où donner de la tête tellement il y a de messages. Et puis, il faut dire qu'avec le décalage horaire, parfois, on a carrément la tête dans les nuages, donc c'est pas facile de repérer. Et donc, les responsables de cette campagne ont indiqué que les affiches, entre guillemets, traditionnelles, qui présentent des images de produits interdits, tels que les fruits ou la viande séchée, ont perdu de leur efficacité pour capter l'attention, parce qu'elles sont devenues trop banales et les gens ont l'habitude, en fait, on passe devant sans même plus les voir. Alors, Wu Se-hong, directeur de la branche de Taoyuan de cette agence,
a déclaré que la nouvelle approche était d'utiliser des images plus percutantes, associées à un texte un peu humoristique ou avec des jeux de mots, pour attirer l'attention du public, tout en soulignant la gravité des infractions et les amendes potentielles, d'où l'air sévère des chiens. D'ailleurs, on dirait qu'ils nous regardent un peu en chien de faïence. J'allais dire, les amendes sont aussi salées que le saucisson que vous allez essayer de ramener. Même plus, je dirais. D'ailleurs, je pense qu'ils auraient dû rajouter une petite casquette de police en photoshopant l'affiche sur la tête des chiens. Ça aurait été encore plus rigolo. Alors, les campagnes de sensibilisation précédentes privilégiaient des thèmes plus légers avec des chiots ou des visuels festifs pour des occasions comme la fête de la mi-automne, par exemple. D'ailleurs, même en dehors de l'aéroport, à Taïwan, on trouve plein d'illustrations de sensibilisation ou des publicités avec des images ou des photos de chiens. Et je dirais que la race la plus... celle qui a le plus le vent en poupe ces dernières années, c'est le Shiba Inu, un chien japonais qui ressemble à un renard avec un visage un peu plus rond. Donc c'est vraiment dans le style kawaii, dans le style mignon. C'est pas du tout le même type de photo que sur cette affiche où le chien nous regarde de travers. Alors, est-ce qu'il y aura une campagne avec des chats l'année prochaine ? Je crois que les chats ne se sont pas encore démarqués par leur odorat comme les chiens. En revanche, les souris sont de très 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 bonnes détecteuses de mines. Donc je pense que là, il y a pas mal de souris apparemment à Taipei. Si on en croit le maire, il pourrait faire un élevage pour détecter les mines antipersonnelles. Et tu sais pourquoi c'est des souris et pas des chiens ? Oui, parce qu'il faut être léger. Ouais, sinon, ça explose. Ouais. Donc pourquoi pas en fait ? Je veux dire, je pense que les gens ne voudront pas que leur bagage soit reniflé par des rats. Non. Mais je veux dire, les mines antipersonnelles, c'est vraiment une arme terrible dans la guerre. Si Taïwan veut être résilient sur le plan de la défense, il faudrait qu'ils aient une équipe de rats de déminage, comme au Cambodge par exemple. Ça pourrait être... c'est maintenant ou jamais, peut-être. Enfin bon, pour retourner à nos affaires, Monsieur Wu Serong, dont j'ai parlé tout à l'heure, a précisé que pour cette nouvelle campagne, c'était les maîtres chiens qui avaient fourni des photos de leurs chiens, souvent prises dans des moments du quotidien, et notamment, pour avoir cet air sévère ou un peu déprimé, les photos ont été prises souvent dans la salle d'attente de chez le vétérinaire. Pas mal. Et il faut savoir que 25 chiens de quarantaine sont actuellement en service à l'aéroport. Ça fait beaucoup quand même, 25. Ouais. Voilà quoi, donc pour moi j'ai hâte de prendre l'avion pour voir ces affiches, c'est assez rigolo quand même. J'avais le souvenir que c'est surtout qu'il faut des rotations assez régulières pour pas que leur efficacité baisse. Je crois que le maximum d'attention c'est 3 heures ou un truc comme ça. Donc... Puis il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de tapis roulants. Je veux dire, même s'il y en a un par heure par exemple, il y a 10 tapis roulants pour récupérer les bagages, donc c'est pas évident d'être partout en même temps. Et ouais, voilà pour mon petit sujet léger. On va passer aux archives, c'est ça ? Non, au patrimoine. Pardon. Parce que la ville de Taipei vient de rehausser le statut du grand magasin de Kikumoto. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je connaissais le grand magasin à Tainan qui a été refait de l'époque japonaise, qui était magnifique, mais à Taipei, on va en parler aussi. Alors, le grand magasin de Kikumoto, c'est un grand magasin fondé en 1932 pendant la période japonaise. Et c'est un bâtiment qui a pas mal évolué depuis, qui a obtenu un statut de monument historique municipal pour reconnaître son importance historique en tant que premier grand magasin ouvert à Taïwan et un des premiers bâtiments qui comprenait un ascenseur public. Donc, ce bâtiment, dont le statut a été approuvé par le comité du patrimoine culturel de la ville de Taipei, se situe dans le quartier de Zhongzheng, à l'intersection de la rue Rangyang et de la rue Bo'ai, près de la station de métro Shimon. Et personnellement, je trouve que c'est un bâtiment vraiment hideux. En tout cas, pour ce qui est de sa version actuelle, parce que les photos montrent une version ancienne qui, en effet, avait un certain charme. Mais alors actuellement, c'est moche, il n'y a pas d'autre mot. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce grand magasin doit son titre de premier grand magasin de Taïwan à peu de choses, puisqu'il a ouvert ses portes en novembre 1932, à peine 2 jours avant ce fameux grand magasin de Hayashi dont tu parlais à Tainan. Et Hayashi, il est encore ouvert aujourd'hui et c'est un des sites
principaux, un des sites touristiques principaux de la ville. Oui, parce que du coup, lui, il a gardé, heureusement, son Son aspect charme. d'origine. Oui, non seulement il a gardé son aspect d'origine, mais il est bien entretenu, il a été rénové, il a toujours son vieil ascenseur qui est d'époque. Mhm. Enfin, il y a aussi une terrasse qui se visite avec un petit temple shinto sur le toit, Mhm. une belle vue de la ville. Donc c'est vraiment un bel endroit, même si toutes les choses qui y sont vendues sont assez chères. Ouais, mais c'est tellement bien présenté que je dirais que c'est quand même dangereux pour le porte-monnaie parce Ouais. qu'on a envie d'acheter des petits trucs quand même. C'est vrai. Et donc pour revenir à ce grand magasin de Kikumoto à Taipei, le bâtiment a changé de propriétaire et a été rénové à plusieurs reprises, avec notamment la construction d'une sorte de rideau de verre qui cache sa façade d'origine. Et donc certains se sont plaints de ce nouveau look et ont parlé de cercueil de verre qui cache l'aspect historique du bâtiment justement. Mais malgré ça, une fondation culturelle locale a soumis une demande de désignation comme bâtiment historique fin 2024. Donc le comité de la ville a organisé des visites et des évaluations de la structure et le propriétaire du bâtiment, la Cathay Real Estate Development, a dû soumettre un plan de restauration et de réutilisation du lieu. Alors le comité a jugé que le bâtiment avait bien en effet une valeur historique significative en raison de son rôle pionnier dans l'industrie taïwanaise du prêt-à-porter et aussi de son emplacement dans ce qui était jadis une des rues commerçantes les plus importantes de la ville, d'autant plus qu'il a 6 étages et que c'est un des bâtiments les plus hauts du quartier et que le grand magasin a aussi été utilisé comme station de communication et poste militaire pendant la Seconde Guerre mondiale en raison de sa hauteur. Même si aujourd'hui, je pense que c'est pas un des bâtiments qui est forcément plus haut du quartier, mais en tout cas, à l'époque, ça l'était. Et la commission a aussi souligné les techniques de construction utilisées, en expliquant qu'après le grand séisme du Kanto au Japon en 1923, c'était un séisme vraiment très meurtrier et destructeur, le bâtiment avait été construit en adoptant un système antisismique innovant qui reflète les recherches en ingénierie antisismique de l'époque des années 30. Donc ça aussi, c'était un aspect historique. Et une personne âgée originaire de Judong, à Shinju, a même partagé ses souvenirs d'enfance en expliquant qu'il avait visité le grand magasin quand il était enfant avec son instituteur et que c'était la première fois qu'il avait pris un ascenseur. Et il a aussi expliqué que pour l'occasion, sa famille lui avait préparé une tenue très chic, donc pour qu'il soit vraiment sur son 31 pour rentrer dans le magasin. Donc ce qui prouve que c'était pas seulement un lieu où on achète des choses, mais aussi un lieu pour se faire voir, un lieu culturel important. Alors en fait, il y a de nombreux bâtiments qui ont une importance historique plus ou moins grande à Taipei et dans le reste du pays, mais il y a des moyens qui sont assez limités pour tous les entretenir, les préserver, les mettre en valeur auprès du public. Donc à Tainan, la ville a dévoilé environ il y a 2 semaines une proposition qui consiste à établir une plateforme de gestion pour soutenir la préservation et la réutilisation des bâtiments historiques. Donc cette plateforme doit permettre de mettre en relation les propriétaires de ces bâtiments avec des investisseurs privés, notamment des entreprises et des commerces, et des experts de différentes professions pour promouvoir la restauration et la réutilisation de l'espace dans ces bâtiments historiques. C'est une bonne idée, mais c'est vrai que, par exemple, ça m'est arrivé de faire une interview à Tainan dans un restaurant qui était super, vraiment très très beau, qui a fermé malheureusement parce qu'il n'y avait plus assez de clients pour le Covid. Mais je me suis rendu compte que c'était la locataire du restaurant qui faisait fonctionner le restaurant, qui payait toutes les réparations, quoi. C'est dingue. Ah oui, donc en fait, il faut vraiment le vouloir, quoi, pour surtout s'ils ont fermé après. Ouais, donc c'est bien de pouvoir mettre en lien avec des commerces peut-être qui ont un peu de fonds. Alors l'adjoint au maire de Tainan, Ye Zishan, a expliqué que la ville avait passé plus d'une dizaine d'années à rénover activement des quartiers historiques de Tainan, restaurant ainsi plus de 250 bâtiments historiques et développant 17 zones historiques, ils s'appellent ça comme ça, des zones qui comprennent des sites populaires auprès du public, comme par exemple l'allée aux escargots et la rue Zhangxing. Mais selon lui, les capacités de restauration de la ville arrivent à leurs limites et la nouvelle plateforme doit justement permettre de déléguer une partie de ce travail au secteur privé. Et cette plateforme doit fonctionner sur le modèle d'une organisation semi-indépendante qui travaille avec le secteur public, mais qui ne fournira pas directement des subventions à la rénovation, mais plutôt donc une coordination des différentes ressources. Mais à côté, il y aura quand même les programmes d'aide à la rénovation qui comprennent des subventions qui existent déjà et qui continueront d'exister. Je pense que Tainan, c'est la municipalité qui
prend le plus à cœur la question du patrimoine et qui a quand même rénové le plus de bâtiments à Taïwan, même si, comme vous le savez si vous avez écouté les émissions sur les cimetières sont beaucoup moins préservés que tout le reste. Mais quand même, Tainan, c'est... Mais même dans tout Taïwan, je dirais qu'il y a vraiment un mouvement pour rénover et conserver des bâtiments de la période japonaise, quand même. Même dans des petites villes, parce que souvent, c'est le seul patrimoine historique ou culturel qu'ils ont. Après, Tainan, ils n'ont pas... Non, je ne parle pas de Tainan, je parle vraiment des petites villes. C'est vrai. Des petites villes vraiment, genre sur la côte Est, où il n'y a vraiment pas grand-chose à part quelques bâtiments, des maisons japonaises, des choses comme ça. D'ailleurs, il était temps parce que souvent, c'est un patrimoine qui est en très mauvais état. En ruine. Et même à Taipei, il y a eu plein de quartiers des extensions de petites zones japonaises qui ont été faites. Alors c'est pour le commerce principalement, mais en général. Et là, du coup, je me demande si c'est des investisseurs privés qui rénovent justement, ou s'ils ont des subventions. Bonne question. Parce qu'effectivement, j'en ai plusieurs en tête comme ça. Des fois, il y a des salons de thé qui s'installent dedans, ou des petits restos. Des cafés. Je pense que c'est très tendance, très cher aussi. Oui. Je pense que c'est peut-être au cas par cas en fonction des subventions qu'ils ont éventuellement demandées. Je crois que souvent, quand même, ce sont des organismes privés qui les gèrent, en tout cas. Qui les gèrent, oui. Mais après, est-ce qu'ils ont pu obtenir des subventions ou pas ? Ça, je sais pas. J'ai pas suivi. Ouais. Voilà, mais je veux aussi dire que c'est une proposition qui fait pas l'unanimité, et que plusieurs conseillers municipaux ont appelé à mettre en place des garde-fous, une meilleure protection des droits de propriété, des mécanismes de contrôle et aussi une plus grande participation de la population locale dans le processus de décision qui concerne ces projets urbains. Et tu me demandais tout à l'heure si finalement ce bâtiment, le grand magasin à Taipei, va être rénové. Normalement, le propriétaire doit fournir un plan ou a fourni un plan de rénovation, mais on ne connaît pas encore le contenu. Mais Donc j'espère qu'ils vont le pimper un peu, parce que vraiment c'est... Mais ce qui est marrant, c'est qu'il est quand même déjà inscrit. Voilà, il est déjà inscrit, mais il y a quand même eu une grande vitre qui a été installée, quoi. Enfin, normalement... Mais ça fait un moment déjà. D'accord. Peut-être c'était avant. Okay. Oui, ça fait un moment, parce que ça a vraiment un aspect assez vieux. Je sais pas, je dirais peut-être années 70, 80. Ça fait plus de cette période, on se doute pas que c'est un bâtiment des années 30 en fait. Bon, à suivre, peut-être. On vous mettra la photo dans l'article. Peut-être que dans quelques années, ça ira mieux. Tout à fait. Ok. Bon, vous êtes prêtes ? Oui. On va parler un peu technologie, technique, avec l'emblème de Taïwan en termes d'entreprise. On va parler de TSMC. Elle est extrêmement connue pour son avance actuelle dans la fabrication de ce qu'on appelle les semi-conducteurs. Vous savez ce que c'est des semi-conducteurs ? Oui, vaguement. Vaguement. Oui. Des circuits intégrés. Oui, ce sont des circuits ultra miniaturisés qui sont aujourd'hui au cœur de presque toutes les technologies qu'on connaît, en tout cas celles de pointe, et que ce soit les smartphones, les ordinateurs, en passant par les systèmes d'intelligence artificielle et tout ce qui est aussi militaire, etc. Donc vraiment, ça englobe vraiment tout ce qui utilise quasiment de l'électronique actuellement. Et donc, les usines qui produisent ces semi-conducteurs s'appellent des fonderies, ça vous le savez aussi. Est-ce que vous savez aussi les 4 cœurs de métier en fait, de ce qu'on appelle la production de semi-conducteurs ? Non, mais bonne tu vas question. nous dire. Il y a la fonderie qui est la fabrication en elle-même. Ouais. Après, il y a la conception. Donc les bureaux de conception, c'est les gens qui designent, qui font les connexions, qui font l'impression, le design des circuits. Et après, dans la même veine de la fonderie, il y a 2 autres cœurs de métier qui sont l'emballage, on dit l'emballage ou le packaging en anglais, et il y a aussi ce qu'on appelle l'inspection-vérification. Donc il y a ces 4 cœurs de métier là, et aujourd'hui je vais vous parler justement de ce qu'on appelle l'emballage et le packaging. Donc pour donner un petit peu aussi le nom des sociétés les plus connues dans chaque domaine, TSMC pour la fonderie, mais il y a aussi Samsung en Corée du Sud. Il y a aussi donc pour la conception actuellement, avant c'était Intel, mais maintenant c'est Nvidia et Apple qui sont les plus gros producteurs, juste parce que eux ils font un tel volume pour leur propre marché qu'ils font des puces qu'ils développent maintenant en interne, alors qu'avant ils passaient par Intel pour les fabriquer. Et donc maintenant ça devient les leaders mondiaux de conception de bus.
des puces, pas des bus. Et donc après, pour ce qui est du packaging qui va nous intéresser, les plus grosses sociétés sont ASE, qui est aussi une société taïwanaise, et Amcor. Enfin, pour tout ce qui est vérification, on peut encore citer TSMC ou encore ASE, qui, en général, ceux qui font le packaging font aussi la vérification dans la foulée. Voilà, donc pour situer, en fait, TSMC, c'est surtout concentré donc sur cette partie fonderie. Mais depuis quelques années, l'entreprise est devenue aussi un acteur majeur dans ce qu'on appelle le packaging, notamment grâce à une technologie appelée le CoWoS. Le CoWoS, c'est quoi? En fait, c'est empiler. On a toujours, en fait, les circuits, ça a toujours été des surfaces planes sur lesquelles on mettait les composants. Même si maintenant on est à un niveau chimique quasiment ou atomique de ce procédé, ça a toujours été en 2D plus ou moins. Et en fait le CoWoS, c'est le début de la 3D, c'est ce qu'on appelle la 2,5D. C'est-à-dire qu'on commence à faire du volume, ce qui fait que sur une même plaque, on a un pouvoir de calcul beaucoup plus important. Et on se rapproche de plus en plus aussi d'un système qui est celui d'un système neuronal où les interconnexions se font un peu dans tous les sens. Où avant, c'était très linéaire, d'un composant à l'autre, on faisait le lien. Et donc, c'est un peu ça, le CoWoS. Et donc, le CoWoS, c'est ce qui est actuellement utilisé pour les semi-conducteurs de dernière génération, ce qu'on appelle les 2 nanomètres, etc. Et là, en fait, on parle déjà de la technologie d'après. C'est les dernières informations les derniers plans que nous ont dévoilé TSMC avec la technologie qu'on appelle le CoPoS. Et aussi, pourquoi je voulais parler du CoPoS aujourd'hui, c'est que récemment, TSMC a rendu public en fait ses projets par rapport à la production des prochaines usines, la construction des prochaines usines de CoPoS. Et il y en aura à Taïwan, mais aussi au Japon et aux États-Unis. Et c'est un peu pourquoi j'en parle aujourd'hui. Mais en voyant cette news, en me disant mais c'est quoi le CoPoS, je me suis dit ça serait bien de l'expliquer à nos auditeurs parce que c'est toujours compliqué de parler de semi-conducteurs et de comprendre comment ça fonctionne. Alors, avant de parler du CoPoS, pour aller un peu plus dans le détail, le CoWoS, l'idée de base, c'est qu'au lieu de fabriquer une grosse puce très complexe, on fabrique plusieurs petites puces spécialisées, puis on les assemble pour qu'elles travaillent ensemble. Donc, comme je vous ai dit, sur un système un peu neuronal. Et CoWoS, c'est l'acronyme pourquoi ? Pour l'expliquer, ça devient déjà un petit peu plus technique. Ça veut dire Chip on Wafer on Substrate with Silicon Interposer. Ok. Donc, l'interposeur, c'est vraiment le microprocesseur. En fait, c'est le composant. Et après, c'est une technique qui fait que la puce est directement sur le wafer. C'est la platine, la plaque. Sur la gaufre. Voilà, la gaufre. Et se fait après en substrate with silicone. C'est le composant chimique qui permet la fixation de la chose. Et donc, voilà, c'était donc cette technologie-là. Et donc aussi, pour mieux s'imaginer, il faut imaginer une plaque très fine sur laquelle on vient poser plusieurs petites puces, ainsi que des blocs de mémoire très rapides. Cette plaque, donc les puces sont faites pour réfléchir et la mémoire pour pouvoir intégrer l'information. Cette plaque permet donc à tous ces éléments de communiquer entre eux à très grande vitesse, presque comme s'ils ne formaient qu'un seul composant. Et donc se rapprocher vraiment d'un système, comme je disais, neuronal, d'un cerveau. Alors à beaucoup plus petite échelle, mais c'est vraiment l'idée. Et donc cette approche est devenue indispensable avec l'essor de l'intelligence artificielle. Les systèmes modernes ont besoin de traiter énormément de données très rapidement, avec en plus des interconnexions entre les données. Et donc ce qu'il y a vraiment à se souvenir, c'est que le CoWoS est justement conçu pour relier efficacement tous les éléments en fait du semi-conducteur. Néanmoins, cette technologie a une limite importante qui vient de la manière dont elle est fabriquée. Aujourd'hui, ces plaques sont construites sur des disques de silicium, appelés les wafers, donc, ce dont on parlait tout à l'heure. Ces disques sont circulaires, un peu comme des CD, et c'est là qu'un problème majeur existe depuis qu'on fait des wafers ronds. Quand on veut fabriquer des systèmes de plus en plus grands, cette forme ronde devient inefficace. Ça fait des pertes. En fait, le design en lui-même rend une certaine inefficacité dans la fabrication, puisque les bords en fait font des ruptures de connexion. Donc on perd donc justement cet espace sur les bords, et cela limite le nombre de modules que l'on peut produire en même temps. Plus les systèmes deviennent grands, plus cette perte devient importante, et ce qui augmente donc les coûts et ralentit la production. Et du coup, le CoPoS, ils sont passés au carré ? Et c'est donc
précisément pour résoudre ce problème qu'a été imaginé le COPOS, le COPOS. Le changement principal est simple à comprendre. On abandonne les disques circulaires pour utiliser de grands panneaux rectangulaires. C'est un peu comme passer d'une pizza à un plateau, en fait. Si on veut l'idée. Ce changement de forme peut sembler anodin, mais il a des conséquences majeures. Avec un panneau rectangulaire, on peut placer beaucoup plus efficacement de grands ensembles de puces et mieux les organiser. On réduit les pertes d'espace et on peut produire davantage de modules en une seule fois. C'est bizarre qu'ils n'y aient pas pensé plus tôt. Mais En fait, c'était une limite technique chimique. D'accord. En fait, les disques de silicium étaient ronds. Ah ouais. Donc c'est pour ça que c'était fait comme ça. Mmh. Et ils ont changé le silicium avec... Et pourquoi ils étaient ronds? Ah ça, là tu poses des questions C'est un peu trop au-dessus de compliqué. mes compétences, je t'avoue. Mais Ok, c'est pas grave. ouais. Et donc, pour le COPOS, justement, on utilise des matériaux moins chers, comme des supports organiques ou du verre, pour la majorité des connexions. Le silicium est utilisé uniquement dans des zones où une très grande précision est nécessaire, et c'est une approche plus flexible et plus efficace, et plus économique, pardon. Après, aussi, il y a une des raisons, c'est que la taille, c'était petit, mais peut-être pas assez petit pour faire ce système de COPOS jusqu'à maintenant, vu qu'on réduit toujours la taille des composants. En tout cas des circuits. Voilà, c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles on utilisait cette taille-là. Ça peut être aussi une question de résistance pour que ça soit assez rigide, etc. Il y avait peut-être plusieurs raisons à ça. Donc. Alors après, on peut donc résumer la différence entre les deux technologies de manière simple. Le COPOS est une solution très performante, idéale pour des systèmes déjà complexes, mais limitée par son format circulaire et son coût. Et le COPOS, lui, est conçu pour aller encore plus loin. Il permet de créer des systèmes beaucoup plus grands en optimisant l'espace et en maîtrisant mieux les coûts et aussi les matières premières. C'est vraiment le nerf de la guerre actuellement. On sait que pour transporter tout ça, à trouver des terres rares, etc., c'est compliqué. Là, en reprenant peut-être des composants un peu plus... avec des matières un peu plus, on va dire, de tous les jours, c'est peut-être plus simple. Cependant, cette nouvelle technologie n'est pas sans défi non plus. Travailler sur de grands panneaux pose des problèmes techniques importants. Par exemple, les matériaux peuvent se déformer légèrement sous l'effet de la chaleur sur les bords. C'est peut-être aussi pour ça qu'on faisait les disques avant, parce que en fait, la forme ronde était moins... sous la pression, en tout cas sous la gravure, était moins enclin à plier ou à se déformer. De plus, passer des puces avec une précision extrême sur une grande surface est beaucoup plus difficile que sur un petit disque. Enfin, ces systèmes très puissants produisent beaucoup de chaleur, ce qui nécessite des solutions de refroidissement plus avancées, parce que la création de chaleur au moment où on utilise le semi-conducteur pourrait aussi déformer la plaque. Et en fait, la déformation de la plaque, c'est la rendre inutile, plus ou moins. Donc malgré ces difficultés, l'intérêt du COPOS est évident et les besoins en puissance de calcul, notamment pour l'intelligence artificielle, continuent d'augmenter très rapidement. Donc les entreprises seront obligées de passer par le COPOS pour pouvoir continuer à développer en fait des choses de plus en plus performantes. Donc si vous voulez un petit peu la production de masse est prévue pour 2028, donc on va voir si ça répond à toutes les questions que les ingénieurs de chez TSMC ont réussi à développer. Voilà. En tout cas, tu l'as bien vulgarisé, puisque Merci. j'ai compris pour ma part. Enfin, je pense avoir compris. Après, Oui, merci Valentin. Eh bien, je pense qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, donc on va vous dire à la semaine prochaine. Et on vous dit au revoir. C'était Valentin Floquet. Lisa Dufaux. Et ça, à bientôt. À bientôt.